Le club de la presse sur TV78, merci de nous rejoindre en ce début du mois de mai. Nous sommes avec Alexandre Marquet de l'hebdomadaire Les Nouvelles et du site 78actu.fr et avec Nouradine Agne, journaliste à Marmite 88.4 FM. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour Wilfried. Ensemble, nous allons revenir sur l'actualité des Yvelines et nous évoquerons bien sûr ce nouvel attentat qui a coûté la vie à une fonctionnaire de police à Rambouillet, Stéphanie Montfermé, assassinée au sein de son commissariat. Un nouveau drame également pour le département après ceux de Magnanville en 2016 et de Conflans-Sainte-Honorine en 2020. Le président Macron a dévoilé son calendrier du déconfinement et depuis la vaccination semble s'accélérer. Va-t-on vers un retour à une vie plus normale ? Plus de 1700 personnes sont décédées dans les Yvelines depuis le début de l'épidémie. Qui sont les Yvelinoises et les Yvelinois qui ont fait l'actualité ces derniers jours? Les personnalités à la une à découvrir en deuxième partie d'émission. Et puis nous verrons également les prochains sujets qui seront développés par vos médias locaux. Il sera entre autres question de cinéma et de trottinettes. La France et les Yvelines à nouveau touchées par le terrorisme. Le 23 avril, en début d'après-midi, Stéphanie Montfermé succombait à une attaque au sein de son commissariat à Rambouillet. Cette fonctionnaire de police était victime du terrorisme, comme avant elle ce couple de Magnanville en 2016. Lui commissaire et elle fonctionnaire au ministère de l'Intérieur. Et entre-temps, c'était cet enseignant, Samuel Paty, qui trouvait la mort à Conflans-Sainte-Honorine. Peut-être une première question pour vous deux, pour les journalistes qui m'accompagnent aujourd'hui. Que ça survienne à Rambouillet, une telle situation, est-ce que ça vous a surpris, Alexandre ? Oui, c'est très surprenant parce que Rambouillet est une sous-préfecture plutôt tranquille, plutôt connue pour sa bergerie nationale, sa forêt, ses chasseurs et son président du Sénat. On n'était pas habitué à avoir de tels événements là-bas. Nouradine, même sentiment, ou alors est-ce que cette tension et ce climat, on reste toujours dans un plan Vigipirate rouge au niveau national, donc ça concerne tous les territoires. Finalement, aujourd'hui, ça peut survenir partout. Oui, voilà. Ouais. Oui, tout à fait, ça peut survenir partout, Wilfried, parce que vous vous souvenez certainement, on va prendre l'exemple de l'attaque terroriste contre le père Hamel à Saint-Étienne-du-Rouvray. Je pense que Saint-Étienne-du-Rouvray, c'est aussi une petite ville, ou un village, je ne sais pas exactement, mais en tout cas assez tranquille. Et c'est vrai que le plan Vigipirate est toujours de mise, le danger est toujours présent. Mais ces derniers temps, et à juste titre, c'est surtout le Covid qui a trusté un petit peu toute l'attention sur les plateaux de télévision, dans les radios, dans la presse écrite. Donc c'était difficile de parler d'autre chose, ou en tout cas d'intéresser les Français à d'autres choses. Et c'est vrai que ça vient nous rappeler que le danger est toujours présent, très présent. Avant de poursuivre cette discussion, de parler de la réponse des politiques et de parler également du territoire des Yvelines qui est une nouvelle fois touché, retour sur l'hommage rendu par la nation. Astrid Berger était sur place à Rambouillet. C'est ici derrière moi que vendredi 30 avril s'est tenue la cérémonie d'hommage national à Stéphanie Montfermé. Cette agente administrative de la police a été assassinée une semaine plus tôt à quelques centaines de mètres d'ici au commissariat de police de Rambouillet où elle travaillait depuis 1993. L'émotion était vive ici. Cet hommage national a été présidé par le Premier ministre Jean Castex en présence d'autres ministres et secrétaires d'État ainsi que des élus du territoire. Sa famille était également présente sur place. Une cérémonie sobre et républicaine ici sur la place André Thomé. Jean Castex s'est exprimé, il a rendu hommage à Stéphanie Montfermé qu'il a qualifiée de serviable et dotée d'un caractère heureux. Inutile de dire qu'elle était toujours accueillie à bras ouverts dans ce commissariat dans lequel elle travaillait depuis le début de sa carrière en 1993, où chacun la connaissait et où elle était un peu comme chez elle. Elle était d'ailleurs partout chez elle, à Rambouillet. Après cette prise de parole, Stéphanie Montfermé a reçu la Légion d'honneur à titre posthume. 1 minute de silence a également été respectée par l'ensemble des personnes sur place. Après la Marseillaise, la famille a quitté les lieux, accompagnée des politiques, sur un titre de Bonnie Tyler. C'était une très jolie cérémonie qui était digne, qui était simple et qui, à mon avis, ressemblait à Stéphanie. Je crois que c'est bien
que la République se soit déplacée chez elle, que la République se soit déplacée comme ça dans ce territoire rural de l'Île-de-France, ce petit bout de France, Rambouillet, qui a été tellement traumatisé par cet attentat, tellement bouleversé. C'est un éclair dans un ciel bleu. Autour de cette place, il y avait aussi des habitants. La ville avait installé un écran géant pour qu'ils puissent assister à la cérémonie. On écoute leur réaction. C'est une policière qui s'est fait quand même tuer, c'est quelqu'un qui représente la France, qui nous défend tous les jours. Et de me dire que quelqu'un lui a ôté la vie, c'est s'attaquer à la France. Et c'est pour ça que je suis ici, pour lui rendre hommage et montrer à ses proches que elle méritait en fait ce grand hommage et que tous ces gens soient là en fait. Très émouvant, très beau discours, très bien, très bien. Ouais. J'ai mon père qui est en fait policier, donc je voulais être là aussi pour lui et c'est un moment aussi qui, je pense, doit tous nous rassembler et faire en sorte de ne pas tomber face à ça. Comme on l'a entendu, ce qui est sûr, c'est que cet acte terroriste a marqué les Rambolitains ainsi que l'ensemble de la nation. Ils n'oublieront jamais Stéphanie Monfermé. Le club de la presse qui se poursuit. Est-ce que les politiques ont été à la hauteur dans leurs réponses? Parce qu'on a vu que tout de suite le discours a embrayé sur les questions sécuritaires, la question de l'immigration aussi. Je pense à Valérie Pécresse, qui est présidente sortante de la région Île-de-France, candidate à sa propre succession, qui a amené justement sur ce terrain de l'immigration. Il faut maîtriser les flux d'immigration et l'expulsion des clandestins, a-t-elle dit. Nouradine? Bon, écoutez, Wilfried, c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a un drame comme celui-là dans le pays, il y a souvent des déclarations, moi, qui me laissent un peu perplexe. Bon, il ne faut pas se voiler la face non plus, Wilfried, hein, les politiques continuent de faire de la politique, hein, quels que soient les moments. Et ce qui était plutôt frappant, c'est la vitesse avec laquelle, alors que l'attentat venait à peine d'être commis, il y avait à peine 2 heures, peut-être 1h30, 2 heures, vous avez vu des sorties qui liaient évidemment cet attentat à l'immigration, au problème de sécurité plus largement, et ensuite à cibler le gouvernement. Bon, ça c'est de la politique malheureusement politicienne qui n'arrange peut-être pas le débat. Et puis c'est ce qui se passe souvent, hein, à chaque fois qu'il y a un drame de cette ampleur-là. On l'a vu avec le meurtre notamment du policier à Avignon, c'est également les mêmes sorties à chaque fois qui reviennent et qui ne permettent pas d'avoir après des débats apaisés. Surtout que bon, sur le fond, quand on regarde les derniers attentats, même s'il y en a quelques-uns effectivement qui ont été commis par des personnes étrangères ou en tout cas en situation irrégulière, la plupart des attentats qui ont été commis sur le sol français l'ont été par des Français. Donc après, bon. Aller sur ce débat-là, c'est faire de la politique politicienne qui permettra peut-être à certains, dans un climat vraiment délétère, de gagner, de grappiller quelques points. Voilà, dans le cadre d'une présidentielle qui arrive en 2022. Oui, il y a la présidentielle en 2022, et puis il y a des élections aussi plus locales, hein, régionales, départementales, la campagne qui débute. Et forcément, il y aura cette question sécuritaire qui va s'inviter. Alexandre? Oui, moi je trouve que ça interroge aussi plus sur l'importance des filières islamistes et de la radicalisation islamiste en France et puis notamment dans les Yvelines. Vous en avez parlé. On a été un département qui a déjà été durement touché par le terrorisme avec donc Magnanville en 2016, les 2 couples qui s'étaient fait égorger à leur domicile devant leurs enfants. Puis après, du coup, Samuel Paty à Conflans en 2020. Et tout ça, effectivement, ça interroge, quoi. Même si le tueur était originaire, ce coup-ci, du Val-de-Marne, que Samuel Paty, le tueur, venait d'Évreux, du quartier de la Madeleine. C'est vrai que ça fait se poser des questions. On sait que par le passé, il y a Utrap, qui a été un foyer aussi entre 2014 et 2016, qui a été la ville française d'où sont partis le plus de jeunes vers l'Irak et la Syrie. Et en constituant même, je crois, un record européen devant Molenbeek. On sait qu'il y a eu aussi des mosquées à Équevilly ou à Sartrouville qui ont été fermées pour cause d'incitation à la haine et d'apologie du terrorisme. Donc c'est vrai que tout ça, ça interroge sur la place du radicalisme dans les Yvelines notamment. Mais est-ce que la réponse du coup est à la hauteur? Est-ce qu'aujourd'hui ce sont les services de renseignement qui sont dépassés? C'est la situation qui fait qu'il est difficile d'intervenir, ou justement malheureusement, comme disait Nouradine, on glisse tout de suite sur un débat qui n'est pas du tout apaisé, donc forcément trouver des solutions dans ce contexte c'est compliqué. Comment vous le ressentez peut-être vous aussi Nouradine, qui êtes basée à Trappes avec Marmite?
Oui, moi, quand je parle du climat, Wilfried, c'est pour dire que quand on est en face d'un problème qui est mondial, hein, il n'y a pas qu'en France qu'il y a eu des attentats, il y a des attentats un petit peu partout, que ce soit aux États-Unis, en Afrique, enfin aux États-Unis, ça fait un petit moment qu'il n'y en a pas eu, mais en tout cas aux États-Unis, en Afrique, il y en a un petit peu partout, hein, il n'y a pas d'endroit qui est vraiment épargné. Je pense qu'il faut se poser, réfléchir et essayer de comprendre les causes du mal. Le problème avec les petites phrases politiciennes, avec les récupérations, c'est que c'est difficile après d'essayer de faire des débats apaisés, d'essayer de régler des problèmes. Regardez par exemple ce que disait Alexandre par rapport à Trappes. Trappes, c'est pas un problème de maintenant, hein. Trappes, depuis les années 90 déjà. Bon, on va pas refaire toute l'histoire, hein, mais vous savez, avec la France qui intervient aux côtés de l'Algérie, l'armée algérienne qui était en guerre contre les fondamentalistes, notamment du GIA, du groupe islamique armé, et puis du Front islamique du salut. Il y a une déroute du coup de ces deux parties, dont une partie va venir en France. Et la question, c'est que je me suis toujours posée, mais c'est comment ces personnes ont pu se retrouver à Trappes ou dans d'autres villes des Yvelines ou un petit peu partout en France, et ensuite pouvoir faire leur travail de SAP pour recruter après des jeunes et arriver à ce qu'on a vu en 2014-2016. Et puis le lien avec la situation internationale est aussi intéressante. Les premiers attentats en France, si vous vous souvenez, Khaled Kelkal, c'est lié à une situation internationale. C'est pas juste des gens qui sont venus comme ça se dire nous on n'aime pas la France, alors on va venir faire un attentat. Non, il y a vraiment aussi une situation géopolitique internationale qui fait que le pays, qui fait que notre pays aussi est visé spécifiquement. Puis après on pourrait revenir aussi sur des lois notamment contre le voile, contre le voile intégral, qui sont utilisées après dans ces mouvements-là. Ça a été le cas d'Al-Qaïda, ça a été le cas aussi surtout de Daesh récemment, et qui font que la France devient aussi une cible particulière. Après, ce serait bien aussi d'analyser effectivement, comme disait Alexandre, le cas des Yvelines, qui rassemble une partie aussi importante de ces départs, même si Trappes n'est pas la ville où il y a eu plus de départs, hein, c'est plus de départs par rapport à la population. En France, je crois que le contingent le plus important, c'est à Nice. Ou une autre ville, hein. Vous me corrigerez si je dis une bêtise. Trappes, c'est le plus grand nombre de départs par rapport au nombre d'habitants. Je ne vais pas monopoliser la parole. Ouais. Alexandre, vous disiez ? Non, je disais, je crois que de mémoire, dans le livre de Raphaël Baquet et d'Ariane Chemin sur le sujet, elle disait que je crois que c'était 67 départs qui avaient été répertoriés entre 2014 et 2016. Dans la ville de Trappes. Depuis la ville de Trappes, effectivement. Pour rester sur le département des Yvelines et peut-être avancer aussi un petit peu sur ce sujet, alors on quitte un peu la question du terrorisme, hein, forcément, mais cette question de sécurité, de climat de violence, de climat de tension dans les Yvelines, aujourd'hui, c'est une situation qui est réelle. En dehors de ces attaques terroristes, il y a des violences répétées contre les forces de l'ordre dans le département. Depuis plusieurs semaines, ils sont la cible de tirs de mortier, les patrouilles sont attaquées presque chaque nuit, hein, et c'est dans tout le département. Ça va de Guyancourt à Carrières-sur-Seine. Là aujourd'hui, ce climat de tension sur le terrain, là aussi, on le ressent, Alexandre. Je sais que très souvent vous traitez ce genre de sujet aussi pour cette 8 Actu. Les jours passent et se ressemblent malheureusement pour les policiers des Yvelines, et il y a des violences urbaines tous les soirs, hein. Et ce qui est inquiétant, oui, c'est ce que vous disiez, Wilfried, c'est que en fait toutes les villes sont touchées. C'est comme disait le responsable de SGP unité police, responsable départemental, il me disait que en plus des villes traditionnelles dans lesquelles il y avait des soucis comme Trappes, les Mureaux ou Sartrouville, d'autres villes, d'autres quartiers beaucoup plus tranquilles sont aussi touchés par ces violences urbaines, type La Celle-Saint-Cloud, Montigny, Carrières-sous-Poissy, Carrières-sur-Seine. Et du coup, ça, c'est très surprenant, quoi. Et je crois qu'ils ont répertorié entre la mi-avril et début mai 100 faits de violences urbaines, dont 66 pour des attaques sur des policiers nationaux ou municipaux. Heureusement, il n'y a pas eu de blessés graves, mais on n'est pas à l'abri. Et ce qui est vraiment frappant aussi, c'est que c'est souvent des jeunes, très très jeunes, même une douzaine d'années, qui s'en prennent aux forces de l'ordre. Et ça montre vraiment une défiance à l'égard des forces de l'ordre qui paraît de plus en plus forte. Ouais.
Alors justement, sur ce sujet, je vous propose d'écouter Julien Lecam, c'est l'un des responsables d'un syndicat de Police Alliance. Il a réagi récemment sur notre antenne suite à l'annonce par le ministère de l'Intérieur de l'envoi de 128 policiers dans le département des Yvelines. Si ces 128 policiers vont venir s'ajouter aux effectifs actuels où ils vont tout simplement venir remplacer les futurs départs. J'ai regardé en détail les chiffres annoncés. On parle de 11 renforts par exemple au commissariat de Versailles. Sauf que dans le même temps, ce commissariat, tous les ans, perd une vingtaine d'effectifs par le biais des mutations ou par le biais des départs en retraite. Donc, pour nous, on ne peut pas appeler ça un véritable renfort. Vous voyez, par exemple, sur l'agglomération d'Elancourt, on annonce une vingtaine de renforts. C'est ce que va perdre l'agglomération par le biais des mutations, puisque la province va également énormément recruter. Et ces renforts vont venir essentiellement d'Île-de-France, de policiers franciliens qui, comme tout le monde, par le biais des mutations et de leurs demandes, vont être satisfaits par les mutations. Donc, si on nous annonce 21 renforts à Elancourt, mais que dans le même temps, vous en perdez autant dans le biais des mutations, il faut que ces 21 fonctionnaires viennent en rajout du remplacement des futurs départs. Et on peut voir, vu les derniers événements très violents que vit l'agglomération d'Elancourt, que c'est complètement insuffisant. On parle de moyens supplémentaires pour la police. Au-delà de ça, est-ce que c'est vraiment la réponse? Il y a deux questions. Il y a aussi la question des sanctions derrière. Et là, c'est le ministère de la Justice plus. On parle de jeunes très jeunes. Nouradine, je vous voyais tout à l'heure d'accord avec ce que disait Alexandre. Ce sont des très jeunes aujourd'hui qui commettent la plupart de ces exactions, en tout cas souvent. La réponse derrière est compliquée. Même s'il y a plus de forces de l'ordre, ça ne va pas tout résoudre. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous, Wilfried. C'est sûr que le nombre ne fera pas l'affaire, puisque la question qu'il faut se demander, mais c'est pourquoi des jeunes de 12-13 ans, le soir déjà, parfois très tard, vont-ils aller se procurer des feux d'artifice, des mortiers, pour tirer ensuite sur la police? Moi, c'est ça que je me pose comme question. Alors, je suis désolé, j'ai pas la réponse. J'ai pas en tout cas la réponse. J'ai mon interprétation, mais j'ai pas forcément la réponse. Je pense que le lien entre la police et ces jeunes, quand on parle des plus jeunes, ils n'ont pas forcément une haine de la police, parce que je suis même pas sûr que ces 12-13 ans sachent vraiment ce qu'est la police. Moi, je pensais plutôt, quand on m'avait posé la question par rapport à ces jeunes, mais vraiment très jeunes, qui faisaient ça, je m'étais dit, mais par rapport au confinement, par rapport à la pandémie, par rapport à ces jeunes qui sont enfermés la journée, est-ce qu'ils ne prennent pas ça aussi comme un jeu, le fait de prendre des feux d'artifice et puis d'aller tirer dans un commissariat? Je me suis dit, alors vous me direz, Wilfried, ça paraît très bête de réduire ça à un jeu. Oui, mais je me suis vraiment posé la question, je me suis dit, mais qu'est-ce qui passe par la tête? Parce que sinon, ça voudrait dire que ces jeunes de 12 ans, 13 ans ont déjà conscience qu'ils ont un ennemi, que cet ennemi est la police, qu'ils vont s'organiser, qu'ils vont aller acheter des feux d'artifice pour ensuite viser le commissariat. Voilà, ça demande quand même une organisation, une réflexion pour avoir un ennemi et puis le cibler. Moi, je pense pas qu'il soit à ce niveau de réflexion. Moi, je pense que c'est vraiment quelque chose pour certains de très stupide, de très bête, et que c'est pas forcément lié au trafic de drogue comme on peut le dire certains politiques, parce que le trafiquant de drogue, par définition, ce qu'il a envie, c'est de vendre sa drogue. C'est pas d'avoir des policiers qui traînent autour de lui et qui vont déployer des centaines de policiers pour justement, entre guillemets, comme on dit, casser son business. Non, c'est pas son but. Son but, lui, c'est que ce soit calme, et qu'en tout cas, il y a une certaine sérénité entre guillemets, pour qu'ils puissent continuer leur trafic. Donc, c'est vrai que c'est un problème qui est très difficile et qui va devenir, je pense, on parlait de politique tout à l'heure, un des enjeux majeurs de la présidentielle de 2022. Vous parliez tout à l'heure, Wilfried, des départementales et de la région. Bon, pour les départementales, c'est peut-être pas un enjeu majeur, mais pour les régionales, on voit déjà que c'est un sujet qui a été traité et qui est beaucoup utilisé, repris, notamment à droite et à l'extrême droite. Mais pour les présidentielles, c'est un sujet qu'il va falloir vraiment commencer à traiter. Et au-delà du nombre de policiers, au-delà de la réponse pénale, c'est comprendre pourquoi ces jeunes, comment on en est arrivé là en fait, pourquoi ces jeunes, très jeunes, qu'est-ce qu'ils font dehors déjà à cette heure-ci, et comment ils en arrivent aussi à s'attaquer aux forces de l'ordre et aux pompiers. Oui, c'est l'uniforme d'une manière générale. Oui. C'est l'uniforme. Parce que nous, quand on était plus jeunes, j'ai failli dire je comprends pour la police, mais il ne faut pas qu'on interprète mal mes propos. Parce que la police peut être prise comme
comme quelque chose de répressif. Voilà, c'est eux qui arrêtent, c'est eux qui garant de l'ordre. Voilà, garant de l'ordre. Pour les pompiers, j'ai jamais compris. J'ai jamais compris la logique de dire que on va s'attaquer à des pompiers. Mais bon, ça, on n'est pas dans la tête de. Je pense qu'il y a plusieurs raisons à ça. Il n'y en a pas juste une identifiée. Je pense qu'il y en a plusieurs. Il y a effectivement ce que disait Noureddine. Je pense qu'il y a un mimétisme à travers les réseaux sociaux. Les jeunes qui se filment, les jeunes des différents quartiers qui se filment et ils font une compétition entre quartiers. Regardez ce que nous on a fait. Regardez ce que nous on a fait. Il y a ça. Je pense qu'il y a aussi l'effet du Covid. C'est un effet collatéral du Covid aussi. Et du couvre-feu. Je pense que les jeunes, ils en ont marre. Comme beaucoup, ils en ont marre de ne pas pouvoir faire ce qu'ils veulent, de ne pas pouvoir traîner jusqu'à l'heure. Et voilà, donc je pense qu'il y a ça. Et puis, les policiers me disaient aussi quand même, en raison du manque d'effectifs de policiers, ils se rendaient compte que les délinquants, en fait, s'étaient appropriés leur territoire, leur quartier. Et pour eux, les policiers, c'est devenu un peu un gang rival qui arrive chez eux, en fait. Donc voilà, il y a tout un ensemble, je pense, de raisons qui font qu'on en arrive à cette situation. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, forcément, ce sujet s'invite dans les débats et ce sera, effectivement, Noureddine le disait, l'un des sujets, si ce n'est le sujet de l'élection présidentielle à venir. Et on voit déjà les politiques qui, de droite comme de gauche, tâtent le terrain un petit peu et se positionnent, alors quelquefois avec des positions même très différentes au sein du même parti sur cette question-là. On va poursuivre ce club de la presse avec un tout autre sujet à présent. Dans le reste de l'actualité, le déconfinement débute. Il se fait par étapes. Après la fin de la limite de déplacement des 10 km, les lieux culturels vont progressivement ouvrir, les commerces, les terrasses des restaurants également. Tout cela avec une jauge qui sera augmentée, une heure de couvre-feu qui sera repoussée aussi. Pour ceux qui nous suivent sur TV78, le calendrier s'affiche d'ailleurs plus en détail. Est-ce que ce n'est pas trop tôt finalement, alors que les services de réanimation sont toujours dans les Yvelines, en Ile-de-France, débordés Et il y a presque une contradiction. On avait dit taux d'incidence, il faut le surveiller, on attend que ce soit désengorgé, mais pour autant, on prévoit quand même de déconfiner. Alexandre ? D'autant qu'il y a le variant indien qui est apparu, et on ne sait pas trop ce que ça va donner dans les semaines ou les mois à venir. Mais je pense quand même qu'il fallait déconfiner, là, comme on disait sur le sujet précédent. Je crois que les gens, ils en peuvent plus. Ils veulent retrouver un semblant de vie normale, même si on va en discuter, c'est pas encore tout à fait ça. Mais je pense que oui, il fallait qu'on passe par là. Surtout si c'est pour tout reconfiner derrière, ce sera peut-être un petit peu compliqué. Ou alors on aura un été serein et un mois de septembre plus compliqué aussi. C'est le risque. Noureddine ? Oui, alors, j'ai sourié quand j'entendais Alexandre parler, notamment du variant indien. Ouais. Je me suis dit, on ne va jamais s'en sortir de cette pandémie. Si on fait les variants de toutes les régions et de tous les pays du monde, oui, ça va être compliqué. Et ça va être compliqué, mais en fait, la vraie question, c'est, vous l'avez abordé à Wilfried, c'est est-ce qu'on ne déconfine pas trop tôt ? Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce que le président disait il y a quelques mois encore pour le deuxième confinement. Moi, ce que j'avais cru comprendre, c'est que pour que la pandémie soit maîtrisée, il fallait descendre en dessous des 5000 cas jour. Et là, on en est encore autour de 30 000, si je ne dis pas de bêtises. Qu'à jour, ou peut-être un petit peu moins, mais ça veut dire 6 fois plus, donc c'était énorme, c'est-à-dire que le virus circule encore beaucoup, que la vaccination certes s'accélère, mais n'est pas encore optimale, on est loin de l'immunité collective, donc c'est un choix politique, c'est un choix politique qui est assumé par le gouvernement. Est-ce que c'est un choix qui sera payant ? J'aime pas m'exprimer comme ça, parce qu'est-ce que c'est un choix payant ? Ça veut dire que c'est un pari, ce pari, il n'est pas forcément porté tout de suite là par nous, par vous, par moi, mais ça va être porté surtout par les hôpitaux, par ceux qui sont déjà sur le front depuis mars 2020, qui sont épuisés. Alexandre disait tout à l'heure que les Français en ont marre, ils sont fatigués. Il y en a qui sont encore plus fatigués, c'est ceux qui sont vraiment sur le front depuis un an. Je sais pas, on verra ce que ça donne, mais en tout cas c'est une prise de risque, mais c'est un choix politique avant tout. Alexandre le disait, les gens en ont marre, les politiques sont dites, les gens en ont marre. Choix économique également, choix politique et choix économique aussi, puisqu'on a bien entendu que le quoi qu'il en coûte aujourd'hui avait ses limites et qu'on commence à se dire qu'il va falloir rembourser aussi à un moment et savoir comment vont se positionner le prolongement ou pas des aides. Écoutons d'ailleurs un commerçant responsable d'un pub au Clé-sous-Bois. Elle a lancé son établissement alors juste avant le premier confinement, il y a tout juste 1 an. Nous avons fait les travaux durant le mois de mars, donc le premier confinement.
Et nous avons ouvert un 17 septembre, fermé un 28 octobre. Donc ouvert 6 semaines seulement. Donc on attend vraiment l'ouverture avec impatience des terrasses, même si le couvre-feu sera jusqu'à 21h. On ne sait pas si les aides vont continuer, le fait d'ouvrir juste la terrasse pendant 3 semaines, ou si justement les aides vont s'arrêter et on pourra ouvrir seulement la terrasse et pas l'intérieur. Voilà, parce que les commerçants, les terrasses, les pubs vont ouvrir, mais quelles aides derrière? Certains responsables de restaurants se disent aussi, si c'est pour ouvrir une terrasse avec 6 mètres d'écart entre chacun, sur ma toute petite terrasse, je ne vais pas forcément rentrer dans mes frais. Si en plus derrière il n'y a plus d'aide, autant rester fermé jusqu'au bout et d'attendre le mois de juillet. Hein. Oui, ce qu'il faut dire, c'est que pour les bars et les restaurants, la vraie réouverture, ça sera le 9 juin, puisque effectivement, ils sont autorisés à ouvrir le 19 mai, mais s'il pleut et qu'on a une terrasse, ça sert à rien. Si on n'a pas de terrasse, c'est pareil. Est-ce que ça vaut le coup de rester ouvert si le couvre-feu est à 21h? En faisant son calcul, effectivement, on se rend compte, je crois que c'est un établissement sur 2 qui va probablement rester fermé jusqu'au 9 juin. Donc il risque d'avoir des déçus parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de gens qui réservent en ligne pour être en terrasse le 19 mai. Mais finalement, il n'y aura peut-être pas tant que ça de bars et de restaurants qui seront ouverts dès la mi-mai. Et puis comme pour les cinémas où il y aura des jauges aussi, ou alors des parcs d'attractions sans attractions aussi, qui seront ouverts au mois de mai, mais les attractions seulement au mois de juin. Voilà pour le petit couac de ces derniers jours aussi. Oui, effectivement. Après, il y a la question de la vaccination. Alors on peut peut-être faire un focus sur le département des Yvelines avec un centre qui fonctionne plutôt bien, c'est celui de Saint-Quentin en Yvelines. En tout cas, on peut regarder ce que font nos confrères au niveau national. Ils sont à peu près tous venus plusieurs fois au vaccinodrome de Saint-Quentin en Yvelines. Le nombre de reportages réalisés là-bas est presque incalculable. Ça fonctionne en tout cas plutôt bien, presque 100 000 vaccinés depuis l'ouverture. On peut aussi saluer le travail des gens. Nouradine, tout à l'heure, vous parliez de tous ces corps de métier qui sont mobilisés depuis un an. Sur le vaccinodrome aussi, c'est le cas. Ce sont les services de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines qui sont mobilisés quasiment jour et nuit, puisque maintenant il y a des nocturnes aussi qui sont proposés pour la vaccination. Vaccination qui, à partir du 12 mai, sera donc ouverte, s'il y a des doses disponibles, à tout le monde. Je vous posais une question peut-être plus personnelle, mais vous n'êtes pas obligé d'y répondre. Vous allez surveiller ces dates pour ces doses disponibles de vos côtés respectifs, chacun? Nouradine? Oui, je vais surveiller ça, Wilfried, parce que je pense que c'est important. La vaccination, surtout avec ce qu'on entend, vous savez, on est un pays où les avis changent assez rapidement. Je ne sais pas si vous vous souvenez, au début de la pandémie, en tout cas, quand on a commencé à parler de vaccins, il y a beaucoup de Français qui étaient contre, plus de 50%, qui disaient qu'ils ne se feraient pas vacciner. Finalement, quelques mois plus tard, la tendance s'est inversée. Après, il y a eu les problèmes avec certains vaccins et notamment les effets secondaires. Donc voilà, moi je comprends que les gens puissent avoir un petit peu peur de se faire vacciner. Mais moi, si je peux, dès que je pourrais me faire vacciner, je le ferai. Surtout que nous, en plus, on est beaucoup sur le terrain. C'est un petit peu comme Alexandre. Non, pas seulement pour nous, pour nous protéger nous-mêmes, mais aussi par rapport aux autres. Voilà, on circule beaucoup, on va interviewer des gens, on se retrouve au milieu de personnes. Donc voilà, j'essaierai de le faire en tout cas dès que je pourrai. Trouver une date le plus vite possible. Alexandre? Le plus vite possible. Oui, moi aussi, je suis dans le même avis que Nouradine, même si je déteste les piqûres et les prises de sang. J'ai une phobie. Écoutez, le jour où vous irez, si vous le souhaitez, on pourra envoyer une caméra et on viendra faire quelques images pour nos archives et pour la prochaine édition. Ça a été difficile pour moi sur quelques reportages quand il a fallu que je fasse des photos. C'est un métier difficile. Mais oui, j'ai hâte d'aller me faire vacciner pour effectivement pour protéger les miens et puis essayer de retrouver une vie normale. Voilà, si jamais j'ai envie j'ai prévu par exemple d'aller dans les mois à venir en Guadeloupe dans ma belle famille. Voilà, et, voyez, ça c'est pas possible si je me fais pas vacciner par exemple. Ouais. Oui, forcément, l'opinion a aussi changé, vous le disiez là-dessus. On va passer à la seconde partie de cette émission du Club de la Presse, parler des personnalités du mois, des sujets bientôt à la une. Il y a juste un sujet dans l'actualité dont nous n'avons pas parlé, et on en parlera plus largement au mois de juin, forcément, ce sont les élections régionales et départementales. Juste en quelques mots, pour vous, est-ce qu'il y a un enjeu au niveau départemental? Au niveau des Yvelines, on rappelle juste que la majorité sortante
sortante détient 100% des sièges. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des duels, des conflits particuliers que vous allez suivre, tout en sachant aussi que, en tant que journaliste, on aura aussi un rôle d'explication, parce que ces élections ne sont pas forcément très claires ni très palpitantes pour tout le monde. Nouradine, est-ce qu'il y a des endroits particuliers que vous allez suivre? Je pense sur le canton de Trappes, par exemple, on a vu qu'Ali Rabet, le maire de Trappes, était candidat. Oui, effectivement, Wilfried, Ali Rabet est candidat. On va revivre encore des joutes peut-être verbales qu'on avait eues lors des municipales. Pour vous dire tout, Wilfried, à Marmite, on ne va pas forcément couvrir les élections départementales et régionales. Quand je dis couvrir, vraiment exhaustivement. On n'a pas forcément les moyens de couvrir les élections. Voilà, quand c'est des enjeux vraiment départementaux ou régionaux, c'est vrai que nous, on n'a pas les moyens de faire. On a fait une exception avec les élections municipales de Trappes, mais c'est vrai que c'est pas forcément des événements qu'on couvre. En revanche, on essaie d'expliquer toujours à quoi servent ces départementales et à quoi servent les régionales également. Donc, je peux pas vous répondre trop en détail sur les élections. Mais c'est vrai que je pense que c'est surtout à cause du Covid, encore une fois, ce sont des élections qui vont être vraiment très peu suivies. Et à mon avis, la mobilisation et puis le taux de participation vont encore être très faibles. Et je sens pas un intérêt vraiment fort à ces élections. Je pense qu'on me parle déjà plus des présidentielles que de ces deux élections qui vont venir en juin. Et les responsables politiques en off qui n'hésitent pas à dire que si on atteint déjà les 30% de participation, ce sera plus qu'un succès, ce sera presque un exploit. Alors même eux qui font campagne, plus ou moins, puisque ils ne peuvent pas aller trop sur le terrain, c'est... voilà. Ce qui est quand même triste pour la démocratie. On être réduit à dire que si on a 30%, c'est bien. Bon, après, je comprends ce qu'ils veulent dire, parce qu'effectivement, on est on sait qu'on est dans une situation exceptionnelle. C'est une pandémie, on n'a jamais vécu ça, en tout cas nous. Donc... voilà, je comprends, mais quand même, ça veut dire que 30%, c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose pour une élection. Et en plus, c'est une moyenne. On imagine que dans certaines villes, certains cantons, ce sera encore pire. Alexandre, sur ces départementales, enjeux particuliers, un coin à suivre? Oui, je pense qu'il n'y aura pas de grands chamboulements lors de ces élections. Je pense que la majorité départementale restera la même. Effectivement, il y aura peut-être quelques cantons à suivre par-ci, par-là. Voir si Pierre Bédier, président du département, est réélu dans son canton de Mantes. Et puis effectivement, le canton de Trappes, où on pourrait avoir une situation un peu saugrenue, c'est-à-dire que Ali Rabet, maire de Trappes, pourrait être élu conseiller départemental et dans les semaines ou dans les mois à venir, être inéligible, avoir son élection municipale à Trappes annulée et être inéligible en tant que maire, mais pas en tant que conseiller départemental. Ce qui serait quand même particulier. J'en profite pour vous poser une question, du coup, parce que ça m'interroge ce que vous dites. Vous voulez dire que s'il est inéligible à la mairie de Trappes, il peut quand même rester l'inéligibilité, c'est pas un principe général? Ouais, c'est pour l'élection municipale, je crois. Que pour les... Ouais, je crois. C'est bien pour ça je crois. Vous me faites avoir un doute, mais je on vérifiera ça d'ici mois prochain. Inéligible, c'est-à-dire qu'il pouvait avoir aucun mandat, en fait. Et si en plus cette décision du Conseil d'État qui est attendue arrivait pendant la campagne, ce serait encore pire. Donc là, on va voir comment ça se passe sur les prochains jours. Parce que la décision peut tomber presque du jour au lendemain. Si la décision est prise au courant du mois de mai ou tout début juin, ce sera avant l'élection départementale. Faire campagne dans ce contexte, c'est un peu compliqué. Et juste pour compléter, Alexandre, vous parliez de Pierre Bédier. On regardera effectivement le conflit, le duel, le combat qui va s'opposer là-bas. Et je parle véritablement de conflit parce que le Rassemblement national présente Cyril Naute. Cyril Naute, c'est l'ancien maire de Mantes sur le secteur. Et on sait que les deux hommes, Cyril Naute et Pierre Bédier, sont loin de s'apprécier. On en parlera plus en détail dans le prochain Club de la Presse. On passe aux personnalités du mois. Les Yvelinoises, les Yvelinois qui font l'actualité, on débute avec vous, Alexandre, on part pour plaisir. Oui, dans ce climat un peu anxiogène, on en parlait tout à l'heure, je voulais mettre en avant quelque chose d'un peu positif, une jeune, donc elle s'appelle Anaïs, elle a 18 ans, elle est en terminale STMG, donc au lycée Jean Villard à Plaisir. Et du coup, le 31 mars dernier, en fait, elle a réalisé quelque chose d'exceptionnel. Pendant la pause entre deux cours, elle a sauvé son professeur de l'étouffement. Il était en train de manger un gâteau et donc il s'est étouffé. Et donc, elle lui a prodigué la manœuvre de Heimlich. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, un geste de secourisme qu'elle avait appris au collège lors d'une formation avec la Croix-Rouge.
Et en fait, sans ça, sans ce sang-froid, en fait, il aurait pu mourir tout simplement. C'est ce qu'on s'est rendu compte après. Et donc, en remerciement de ce geste héroïque, la mère de Plaisir lui a remis la médaille de la ville la semaine dernière en présence de sa famille, de ses proches, des responsables de l'établissement et puis bien sûr en présence du professeur qui lui a réitéré donc son éternelle reconnaissance pour ce qu'elle avait fait. Donc oui, je voulais mettre ça en avant. C'est vrai qu'on parle souvent, on parle des jeunes, on parle pas souvent des jeunes en bien, des jeunes qui font quelques bêtises dans les quartiers. Et oui, je voulais mettre une jeune en avant. Justement, on peut peut-être la regarder, Anaïs l'écouter, puisque nous l'avions rencontrée lors de la remise de médailles. Médaillée pour avoir sauvé la vie de son professeur, Anaïs Dos Santos, élève en terminale au lycée Jean Villard à Plaisir, a reçu vendredi 30 avril, jour de son anniversaire, la médaille de la ville pour son geste héroïque. La semaine dernière, cette jeune fille a pratiqué la manœuvre de Heimlich sur son professeur qui était en train de s'étouffer avec un petit gâteau pendant une pause interclasse. À un moment, j'ai senti une pression sur l'estomac et en fait, c'est Anaïs qui est derrière moi qui m'a comprimé l'estomac. Et du coup, j'ai récurgité l'eau et le bout de gâteau par terre et hop, j'ai retrouvé ma respiration. C'est à travers un geste tout simple qu'elle m'a sauvé la vie. C'est ça qui est incroyable. Mais elle a eu la présence d'esprit, le sang-froid et la présence d'esprit d'intervenir. C'est vraiment c'est extraordinaire. Ce geste de premier secours, Anaïs Dos Santos l'a appris au collège. En soi, le PS1, là, ça se résume pas non plus qu'à la manœuvre de Heimlich, quoi. Ça nous apprend aussi à avoir, à apprendre à appeler les pompiers, leur donner les bonnes infos, tout ça. Donc, c'est pas qu'une seule manœuvre, quoi. C'est plein d'autres choses. Donc, c'est bien de le savoir, en fait. Présente lors de la cérémonie, la mère de Plaisir a salué le courage de la jeune fille. Quand il y a des jeunes, qui ne seraient pas venus même d'ailleurs nous le dire, parce que moi j'avoue que je l'ai appris presque plus par la presse, parce qu'il y a une modestie derrière, eh bien il faut valoriser ça et montrer qu'on a une très belle jeunesse, il faut vraiment le faire. Oui, c'est important. Le professeur Benoît Meurice, encore ému et choqué de cet événement, cherche désormais à passer le certificat de prévention et secours civique à l'image d'Anaïs. Anaïs, c'est donc votre personnalité du mois, Alexandre, pour les nouvelles 78actu.fr. Avant de vous passer la parole, Nouradine, juste une autre personnalité que je souhaitais mettre en avant, personnalité yvelinoise du mois qui se prénomme Solal. Il a 26 ans, le 1er juin, il devrait partir pour faire un tour du monde à pied, départ prévu depuis le parvis de Notre-Dame de Paris. Durée du voyage, attention, 8 à 10 ans. Apparemment, son grand-père avait déjà fait ce périple, mais en voilier. C'est sa grand-mère qui avait interrompu l'aventure, craignant pour sa survie après un accident. Solal qui va donc prendre sa revanche pour son grand-père. Il va parcourir 60 000 à 70 000 kilomètres avec un sac à dos de 18 kilos pour mettre sa tente, un réchaud, sa brosse à dents aussi, c'est important, et puis quelques vivres. Vous verriez faire, Nouradine, je vois que ça fait beaucoup sourire, vous voyez faire 70 000 kilomètres à pied pendant 10 ans? C'est surtout, je ne vois pas mon épouse me laisser partir 10 ans pour faire le tour du monde. Bon, blague à part. Surtout pendant 10 ans. En tout cas, c'est un challenge, partir pour 10 ans. Non, je ne pense pas. Le tour du pâté de maison, c'est déjà pas mal pour moi. Je m'arrêterai là. Le tour du pâté de maison avec un sac à dos aussi pour mettre une tente, au cas où, on ne sait jamais. Avec un sac à dos. La tente dans le jardin. Allez, votre personnalité du mois à présent, Nouradine, pour Marmite. C'est une des figures de Trappes. Oui, effectivement, Wilfried Bernard Hugo, qui a été maire de Trappes de 1966 à 1996, qui est décédé le 19 mars dernier. D'ailleurs, j'avais même pas pensé à la date de son décès. C'est vrai que c'est le 19 mars et lui, ça a toujours été un militant de la paix dès son engagement communiste et puis dans le mouvement de la paix, notamment à Trappes, qui était très actif. Il est décédé le 19 mars et puis c'est après que j'ai réfléchi. C'est l'anniversaire des accords d'Évian, qui mettait fin au combat en Algérie, entre la France et l'Algérie. Donc voilà, c'était un personnage vraiment très important et je voulais justement raconter une petite anecdote, si vous me permettez, à Wilfried. C'est qu'il était très intéressé, lui, en tout cas, vraiment son dada, c'était la culture et l'éducation. Et moi, je me souviens que quand j'étais en CM2, j'étais en CM2 à Trappes, il avait l'habitude, en fin d'année, de distribuer des dictionnaires. Donc, on m'avait annoncé mon passage en 6e. Et puis, il était venu avec des sacs de dictionnaires qu'il avait dédicacés.
Et c'est vrai que c'est un cadeau qui m'avait marqué parce que c'est un dictionnaire qui m'avait accompagné pendant ensuite quelques années dans ma scolarité. Voilà, donc c'est quelque chose, je pense, qui résume bien le maire qu'il était, c'est-à-dire avec ce côté vraiment culturel. Il a laissé notamment la Meurise à Trappes, le foyer laïque dans les années 60. Bon, il avait bien sûr des détracteurs, mais bon, voilà, c'est un maire qui a marqué la ville. Et puis on a eu la chance d'avoir son fils, donc Gilles Hugo, qui a témoigné à Marmite et qui nous disait voilà, être fier du parcours et de l'empreinte également qui a été laissée par son père. Je crois que c'est ce qu'il va nous dire dans l'extrait que vous allez diffuser. Aujourd'hui, quand je vois les réactions, quand je vois le courrier que je reçois de gens, connus et inconnus, racontant ce que mes parents ont représenté pour eux, je me rends compte qu'effectivement, ils ont fait quelque chose d'important, quoi, pour la vie quotidienne des gens. Et tous les gens parlent effectivement de culture, d'éducation, de qualité de rapport avec les gens, de continuité. Ça, c'est un truc, moi, qui m'impressionne, etc. C'est qu'en fait, tous les gens qu'il a connus il y a 40 ans, il les connaissait encore, quoi. Il les fréquentait encore. Je veux dire, moi, j'ai très très peu de copains de lycée, encore moins d'école primaire. Lui, il connaissait tout le monde et il entretenait des rapports avec tout le monde. Je veux dire, il se rappelait des gens réellement, quoi. Et ça, je trouve ça très impressionnant. Au-delà des réalisations concrètes. Alors, à la fois des réussites, comme l'urbanisation de Trappes, parce que c'est pas si catastrophique que ça. Et puis, bon, les échecs, hein, je veux dire, la déviation de la Nationale 10 ou les choses comme ça, quoi. Les rapports conflictuels sur la ville nouvelle entre Trappes et les communes un peu plus riches autour, enfin, tous ces trucs-là. Il y a plein de réalisations, mais il y a surtout le rapport humain et l'image qu'il a laissée, que les gens ont gardé de lui. Ça, je trouve ça assez impressionnant. Je suis assez touché de tous ces témoignages et je pense que ça, c'est un vrai signe de réussite, quoi. Voilà pour Gilles Hugo, le fils de Bernard Hugo, donc qui témoignait après la disparition de son père. La ville a rendu hommage, on imagine aussi. Oui, le premier conseil municipal qui a suivi le décès de Bernard Hugo, effectivement, le maire de Trappes, Ali Rabet, et son conseil municipal ont rendu un hommage à Bernard Hugo. Il y a un hommage qui doit être un peu plus conséquent, hein, avec notamment des témoignages. Ça va peut-être se faire, ça dépend de la situation de la pandémie, peut-être à la fin du mois de juin, début juillet, on ne sait pas encore. La ville est en train de travailler dessus pour faire vraiment un hommage au maire. Ali Rabet qui nous dit justement ce qu'il retiendra de ce maire, hein, qui qualifie de maire de terrain. On l'écoute. Bernard a été d'un conseil précieux. Il a beaucoup œuvré pour qu'il y ait l'alliance à gauche. Il l'a souhaité. Il a plaidé pour. Ces dernières années, il souhaitait voir la ville de Trappes rester à gauche, ancrée à gauche, qu'elle ne bascule pas dans un autre bord politique. Et il a été, jusqu'au dernier moment d'ailleurs, une cheville ouvrière de l'alliance et de l'unité de la gauche dans sa ville. Moi, c'est comme ça que je l'ai connu et que j'ai appris à l'apprécier, à le connaître. Évidemment, la politique culturelle, c'est ce qui a marqué les mandats de Bernard Hugo, c'est ce qu'il a voulu porter et la singularité qu'il a apportée à une ville comme Trappes. On pourrait penser dans des villes populaires qu'il suffit de s'occuper du logement, des aides sociales pour faire son travail, mais non, il a apporté ce qu'était pour lui une richesse précieuse auquel ont droit tous les Français, quels qu'ils soient, riches ou pauvres, l'accès à la culture, l'accès aussi à la vie associative en dynamisant l'initiative des habitants, en accompagnant leurs projets. Le patrimoine qu'il a laissé, le patrimoine culturel est remarquable. D'ailleurs, il est unanimement reconnu. Et je retiendrai un autre élément qui le caractérise, c'est que c'est un homme de terrain, tout simplement, et qu'il était aussi à l'aise en porte-à-porte, sur les marchés, en discutant avec un chômeur, un ouvrier ou un chef d'entreprise, et qu'il apportait la même considération à chacun. C'était un homme qui ne hiérarchisait pas entre ses concitoyens en fonction de leur statut. Et c'est ce qui fait de lui un homme remarquable qui a laissé un souvenir positif à tous les trappistes. Témoignage donc du maire de Trappes pour Bernard Hugo, le maire qui a été en poste pendant près de 30 ans. Alexandre ? Oui, si je peux rajouter, je l'ai moins connu sûrement que Nouradine, mais ce qui ressortait effectivement, c'était que même s'il était plus maire depuis plus de 20 ans, il continuait à être très très présent à Trappes, comme le disait Ali Rabet. On continuait à le voir rue Jean Jaurès où il habitait dans la rue, je me souviens, on le croisait dans la rue. Continuait à parler à aller voir les gens, à aller au match de foot au stade. C'était quelqu'un encore très présent et Ali Rabet me disait d'ailleurs que régulièrement il l'appelait pour lui prodiguer tous ses conseils et que la discussion pouvait durer des heures. Effectivement, il a beaucoup participé à la campagne électorale aux côtés d'Ali Rabet notamment, et effectivement, il a beaucoup milité notamment pour une union de la gauche.
Et voilà, il était toujours présent, même presque à 90 ans, vous pouviez toujours le croiser dans la maison des communistes, qui est voilà, pas loin de la mairie. Merci Nouradine, merci Alexandre pour vos personnalités du mois. On passe à notre dernière séquence, bientôt à la une. Les sujets prochainement traités par vos médias locaux. On commence avec Marmite et vous allez vous pencher, Nouradine, sur la question de la Covid-19 sous l'angle des conséquences psychologiques cette fois-ci. Oui, effectivement, Wilfried, avec une psychologue qui s'appelle Laurence Sirois qui intervient à l'IPS, à l'Institut de promotion de la santé de Saint-Quentin en Yvelines. Ce sera un long entretien qui sera diffusé de près d'1 heure sur les conséquences psychologiques donc, de cette crise. Ils sont nombreux. Et bon, je vais pas être pessimiste, mais bon, la conclusion de l'entretien pour Laurence Sirois, c'est de dire que les conséquences psychologiques vont être plus importantes après la crise que pendant la crise. Donc vous vous doutez que ça va. Il faudra digérer cette crise qui s'éternise et puis aussi se remettre à avoir une vie plus ou moins normale. Et est-ce que ce sera possible ? Juste préciser que le gouvernement a aussi annoncé mi-avril la mise en place d'un forfait de 10 séances prépayées aussi chez un psychologue pour les enfants dont la santé psychique est affectée par cette crise de la Covid-19. Alors du côté des professionnels, on se dit que 10 séances qui devraient durer à peu près une demi-heure, ce n'est pas forcément la meilleure des réponses à apporter. En tout cas, ça ne serait pas suffisant, c'est un peu trop formel. On se doute que tout ça va évoluer. On verra bien dans les semaines et les mois à venir, toutes ces conséquences vont devenir très concrètes. Il y aura forcément des mesures et des actions qui seront prises. Tout autre sujet dont vous allez parler, Alexandre, dans les colonnes des nouvelles sur 78actu.fr, c'est l'arrivée des trottinettes à Saint-Quentin-en-Yvelines. Oui, un nouveau mode de transport du coup à Saint-Quentin-en-Yvelines, après les navettes autonomes qui ont été inaugurées il y a quelques semaines au Pas du Lac à Montigny. Du coup, c'est les trottinettes électriques en libre service qui débarquent à Saint-Quentin-en-Yvelines à partir de ce vendredi, à partir d'aujourd'hui. À partir du 7 mai. Oui, voilà, à partir du 7 mai. Donc, c'est la société allemande Tiers Mobilité qui est un leader européen en la matière qui a été choisi pour déployer ce service. En tout, il y aura 1000 véhicules qui vont être déployés dans 300 stations. Alors, si vous habitez Saint-Quentin-en-Yvelines, vous avez sûrement déjà identifié un peu les stations. Elles sont facilement identifiables. On voit un rectangle vert au sol avec une petite trottinette à l'intérieur. Je ne sais pas si vous les avez déjà vues. Donc au début, ça sera 1000 véhicules dans 300 stations, mais rapidement, la flotte pourra être augmentée à, je crois, 2500 trottinettes au cours de l'été. Il en coûtera un prix fixe de 1 euro pour débloquer la trottinette, puis après, ça sera 15 centimes par minute d'utilisation. Et donc cette expérimentation, elle est menée pour 1 an pour l'instant, et renouvelable. Il y a déjà eu de ce genre d'expérience dans les Yvelines. Je pense à Versailles aussi, il y a une expérience avec Witrot et ça a moins bien fonctionné puisqu'ils ont dû arrêter. Vous voyez vous déplacer à trottinette dans Saint-Quentin-en-Yvelines ? Ouais, je reste assez circonspect moi sur ces dispositifs. Vous avez évoqué Witrot, effectivement, Wilfried. Bon, je sais pas. Et puis quand on sait tous les problèmes qu'il y a eu à Paris, notamment avec les trottinettes électriques, bon, qui n'étaient pas forcément bridées et qui allaient un peu plus vite peut-être que celles qu'on va avoir. Hein, je sais pas si vous avez l'info de la vitesse à laquelle pourront aller ces trottinettes. Après, il y a les problèmes de dégradation et tout ça. Bon, vous allez dire, je suis très négatif sur ce Allez, cas-là. Un petit peu d'optimisme, Nouradine. Sur ces trottinettes électriques. C'est des véhicules qui vont être bridés, je crois, à 20 km/h. Je crois que ça sera ça au départ. La question, effectivement, je pense que ça va plutôt fonctionner peut-être dans les quartiers, entre guillemets, les quartiers d'affaires, le quartier autour de la gare. Une fois que les gens auront repris le travail, c'est ça le problème, c'est que pour l'instant, il y a beaucoup de monde en télétravail. Peut-être qu'une fois que le télétravail sera un peu assoupli, que les gens retourneront au travail, peut-être qu'il y aura effectivement plus de clients potentiels. Il faudra voir les tarifs aussi, parce que 15 centimes pour la minute, ça peut être peut-être rapidement assez prohibitif, en tout cas si on la garde un petit peu, donc c'est pour des trajets plutôt courts. On parlait de l'expérience Witrot, c'était 2 euros de l'heure, si mes souvenirs et les indications qu'on m'a données sont bonnes. Donc voilà, on verra si ça fonctionne ou non sur Saint-Quentin-en-Yvelines, on aura l'occasion de refaire un point. En tout cas, peut-être irez-vous en trottinette, mais le nouveau cinéma multiplex de 9 salles de l'UGC de Plaisir va ouvrir ses portes le 19 mai. Si le calendrier du déconfinement ne change pas, en tout cas. Et sur TV78, vous pourrez suivre une émission spéciale bientôt, au cours de laquelle nous offrirons une visite guidée des lieux, une rencontre également avec l'architecte. Petit avant-goût dès à présent, avec ce reportage qui nous emmène dans les cabines de projection, reportage de Big Chente, Merien Santi-Stéban.
Sécurité incendie, climatisation, plomberie ou encore gestion technique, la projection ne représente que 25% du métier d'opérateur. C'est pourtant ce qui nous intrigue le plus, à savoir quel chemin fait un film avant d'apparaître sur le grand écran. On reçoit des films en plusieurs formats, soit en disque dur comme on a à la maison, classique, soit on reçoit via parabole, donc par satellite, en dématérialisé, soit on reçoit par fibre. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, le film ne peut pas être visionné avant le jour J. On ne peut pas diffuser directement comme ça. On a besoin d'une autorisation de diffusion du distributeur, ce qu'on appelle une KDM. En fait, c'est une clé de décryptage qui dit au projecteur de telle heure, de tel jour à telle heure, tel jour, tu peux diffuser le film. Avant et après, on ne peut pas. Nous-mêmes, on ne peut pas les lire. Donc, une fois qu'on a fait ça, après, on peut lancer la séance, il n'y a pas de souci. Reste enfin le dernier travail, celui de la projection. Pour cela, les cabines du nouveau cinéma sont équipées de technologies avancées. Toutes les cabines sont exactement pareilles. Ici, sur ce nouveau cinéma, on est équipé en projecteur laser type phosphore, qui est une nouvelle génération, avec un refroidissement en chiller, qui permet d'avoir une image. On est assez content du résultat, pour le coup, par rapport à la taille d'écran, à la distance de projection. On va pouvoir se faire des belles séances. Et ces machines devraient tourner à plein régime. Avec la pause forcée du 7e art, 400 à 500 films sont en attente de projection. Un an après l'ouverture du centre Mon Grand Plaisir, le cinéma UGC est donc prêt. Et pour en savoir plus, rendez-vous donc prochainement sur TV 78 pour suivre l'émission Projet de Ville, entièrement consacrée à ce sujet. Ce cinéma, vous l'avez visité aussi, Alexandre ? Non, c'est une de mes collègues qui était allée. Ce qu'on peut dire, c'est que ce cinéma est très attendu à Plaisir. Parce que la ville n'avait plus de cinéma. Le vieux cinéma Jacques Becker avait fermé il y a une dizaine d'années. Et donc, il n'y avait plus de cinéma. Les gens devaient aller donc soit à l'espace Philippe Noiret au Plessis-sous-Bois, mais qui est petit, soit directement, les gens allaient plutôt à l'UGC SkyWest à Montigny-Bretonneux. Donc, c'est très, très attendu à Plaisir. Et alors pour ceux qui se posent la question, est-ce qu'il y aura des concurrences aussi, parce que ce sont deux UGC, sur Montigny-le-Bretonneux et sur Plaisir. Apparemment, les projections de films seront plutôt en version française sur Plaisir, et ce sera plutôt en version originale sur Saint-Quentin en Yvelines. Voilà, sur Montigny le Bretonneux, pour être précis. Le premier film que vous allez voir, vous le savez déjà, Nouradine. Nouradine, qui ne doit plus nous entendre. Alexandre. Oui, je vous entends. Mais on vous entend, mais voilà, l'image était figée. Moi, je n'irai pas au cinéma UGC de Plaisir. J'irai plutôt au Grenier à Sel, à Trappes, ou bien au ciné des 7 Mars à Élancourt. Mais les deux ne sont pas incompatibles. En tout cas, quel film attendez-vous le plus ? Cinéma de proximité. Les deux ne sont pas compatibles. Lequel vous attendez le plus ? Vous savez déjà ? Il y a un film en particulier que vous attendez ? Ouais, c'est une bonne question. Moi, il y aurait non, pas du tout. De Steven Spielberg, le remake de West Side Story. Peut-être, ouais. Mais je sais pas quand est-ce qu'il sort, ça doit pas être tout de suite, je crois pas. Les premiers films à sortir, il y a des ressorties, des films qui ont quitté l'affiche un petit peu tôt avec le confinement. Sinon, il y a la comédie de Quentin Dupieux, Mandibule, qui doit sortir. Drunk aussi, de Thomas Winterberg, tout juste auréolé de l'Oscar du meilleur film étranger. Voilà pour quelques-uns des films qui vont sortir le 19 mai, si le calendrier peut se tenir, et donc si la situation peut s'améliorer. L'émission, on se termine. Merci Nouradine, merci Alexandre. Bien d'avoir participé à ce numéro du mois de mai. C'est la fin de ce Club de la Presse. On se retrouve le mois prochain sur TV 78 avec Marmite 88.4, les nouvelles 78actu.fr et puis également Radio Sensation. Nous parlerons notamment des élections départementales, des élections régionales. Portez-vous bien et à très bientôt.